Pourquoi le moment du coucher est-il si compliqué? Chaque soir, c'est la même histoire. Votre enfant refuse d'aller au lit, réclame encore une histoire, un dernier bisou, ou fait tout pour retarder le moment du sommeil, rendant cet instant épuisant pour les parents. Ce phénomène, appelé syndrome de rappel, est une véritable épreuve parentale. Quels sont les mécanismes psychologiques cachés derrière ce syndrome? 1. L'angoisse de la séparation. À 2 ans, l'enfant craint d'être éloigné de ses parents et cherche à prolonger leur présence. 2. Le besoin de contrôle. Il teste les limites en voyant jusqu'où il peut repousser le coucher. 3. L'excitation et la dopamine. Son cerveau a du mal à passer de l'activité au calme et cherche à rester stimulé. 4. Une routine floue. Si le rituel du coucher est changeant, l'enfant ne sait pas à quoi s'attendre et tente de rallonger ce moment. De plus, une présence parentale excessive, comme rester avec lui jusqu'à son endormissement, peut entraîner une dépendance et des réveils nocturnes où l'enfant réclame à nouveau ses parents. Deuxième enjeu de ce passage, le rôle du père. Le docteur Dodson insiste sur l'importance de l'implication paternelle dès la petite enfance. Si vous souhaitez approfondir cette réflexion et comprendre l'impact du manque d'implication du père dans les plus jeunes années de l'enfant, je vous invite à consulter la playlist du chapitre 2, où ce thème est abordé plus en détail. Le rôle du père dans ce rituel est bien plus important qu'on ne le pense. C'est un moment clé pour renforcer le lien entre un père et son enfant. Pourtant, beaucoup de pères hésitent à s'impliquer, pensant que ce moment revient naturellement à la mère. Quelle en est la cause? Premièrement, l'absence de figure paternelle présente et impliquée dans leur entourage et dans les médias peut rendre difficile la construction du rôle de père. De plus, les exigences professionnelles peuvent limiter leur disponibilité, les amenant à s'interroger sur la qualité et la quantité de leur implication auprès de leur enfant. Mais alors, comment un père peut-il trouver sa place dans ce rituel? Pourquoi ce moment du soir peut transformer la relation parent-enfant? Découvrons ensemble ce passage. J'ai dit qu'à ce stade du développement, l'enfant aime beaucoup les rites. C'est donc le bon moment pour instaurer un rite au coucher. Cela présente de nombreux avantages. Malheureusement, il n'existe pas chez les jeunes enfants de besoin naturel de se coucher. Nous avons donc besoin de tout ce qui peut favoriser le coucher. Et si un rite peut s'établir et se révéler utile, profitez-en. Il faut arriver pour cela à faire admettre à l'enfant que ce coucher est une issue aussi inévitable que le coucher du soleil. Je vous propose ici un rite fort simple. Tout d'abord, évitez les jeux d'action après le dîner, qui excitent l'enfant et rendent difficile le retour au calme. Vous pouvez commencer le rite du coucher par un bain. La plupart des mères ne voient dans le bain qu'une solution de propreté. Mais un enfant de cet âge y voit la possibilité de jouer dans l'eau. Donnez-lui souvent la possibilité de jouer dans l'eau et il sera propre par-dessus le marché. Laissez-le jouer dans la baignoire aussi longtemps qu'il le voudra et vous dire lui-même quand il est prêt à en sortir. Si pour une raison quelconque vous êtes pressé un soir, essayez d'accélérer l'opération. Donnez-lui beaucoup de jouets dans la baignoire, cela le détendra et le calmera. Après le bain, il pourra se coucher et manger au lit. Ainsi, vous faites accepter le coucher en promettant la récompense de quelque chose à manger. Ce petit repas au lit peut fournir l'occasion d'une conversation affectueuse et spontanée. Par ce moyen aussi, le coucher sera plus facilement admis grâce à votre présence maternelle. Après le repas, vous pourrez lui lire 1 ou 2 histoires. Voici le moment où le père peut figurer dans la cérémonie rituelle. Certains pères n'aiment pas lire des histoires aux jeunes enfants. C'est bien dommage. N'insistez pas. Cette histoire ne plaira pas à l'enfant s'il sent que son père ne la lit pas de bon cœur. Certains pères rentrent trop tard de leur travail pour pouvoir lire une histoire à l'enfant qui est au lit. Si vous avez la chance d'avoir un mari qui aime le faire, il serait merveilleux que papa relaye maman pour donner la collation au lit ou lire l'histoire.
Je l'ai fait moi-même, avec mes 3 enfants, et cela m'a apporté énormément de joie. En lisant des histoires à un enfant, vous lui apprenez beaucoup. Vous lui montrez que vous l'aimez, puisque vous lui donnez de votre temps. Vous lui apprenez que vous aimez les livres, et vous lui apprenez du même coup à les aimer. Et vous découvrirez toutes les conversations qui surgiront spontanément de ce douillet moment de lecture. Quand vous faites la lecture à un enfant, tenez le livre de telle sorte qu'il puisse voir les images. Elles sont d'une grande importance. Aidez-le aussi à apprendre à voir les détails des images, en lui posant des questions sur les personnes et les objets qui y figurent. Cette habitude de lire des histoires à un enfant quand il est couché peut être poursuivie jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, ou jusqu'à ce qu'il vous dise nettement qu'il ne veut plus qu'on le fasse. Certains parents cessent dès que l'enfant sait lire. C'est une erreur, car même quand il saura lire, il continuera à aimer encore pendant quelques années le contact et la chaleur de votre présence pendant cette heure de lecture. Si vous aimez inventer des histoires, quelle merveille pour le rite du coucher! L'enfant appréciera particulièrement les aventures d'un enfant imaginaire qui peut être lui-même, à peine transposé. Si vous n'avez encore jamais raconté d'histoire à un enfant, c'est le beau moment pour vous y mettre. Votre public aimera vos histoires, quelles qu'elles soient. Mêlez-y si possible des bruitages amusants. C'est le triomphe assuré. Faites l'expérience de ce truc simple, bien connu des orateurs. Élevez ou abaissez la voix de temps en temps, comme un acteur. Forte ou chuchotée, votre voix captivera à coup sûr votre auditoire. Demandez de temps en temps ce qui va arriver ensuite. Naturellement, il vous le dira. Alors vous direz « C'est cela ! Pierrot a retrouvé la poupée et il l'a ramenée chez lui. » Beaucoup d'enfants ont peur du noir à cet âge. Pourquoi combattre cette peur et forcer un enfant qui a peur et à serrer les dents et à dormir dans une pièce sombre? Rien ne vous empêche de laisser une petite lampe tamisée dans sa chambre pour dissiper sa frayeur. L'équilibre psychologique de votre enfant vaut bien les quelques francs supplémentaires que vous coûtera cette lumière. Et n'allez pas craindre que votre enfant ait toujours besoin pour dormir d'une lumière dans sa chambre. En grandissant, il perdra ce besoin et dormira très bien dans le noir. Il n'y a aucune raison non plus pour que votre enfant ne continue pas d'avoir droit à son biberon du soir, même à 2 ans ou 2 ans et demi. Beaucoup de voisines expertes en la matière vous en feront le reproche. Quoi? Encore un biberon à 2 ans? Oui, et alors? Qu'y a-t-il d'anormal à cela? S'il a encore besoin d'un objet pour se sécuriser, il n'y a aucune raison pour le lui faire abandonner maintenant. Mes 3 enfants prenaient un biberon en se couchant et n'en perdirent l'habitude qu'entre 2 et 3 ans et demi. Il est réconfortant que ce rite du coucher soit un moment de plaisir pour l'enfant. Il faut qu'il soit impatient d'aller se coucher. Il ne doit pas considérer cet instant comme une brimade qui consisterait à l'exiler brutalement dans le noir pendant que le reste de la famille se distrait. Que la cérémonie rituelle du coucher soit non seulement un moment de plaisir pour l'enfant, mais aussi pour le père et la mère. Cela m'amène à insister sur le rôle du père. J'ai vu récemment une annonce publicitaire à l'occasion de la fête des pères, et qui disait « À ton tour, mon vieux, de faire quelque chose pour papa. Il paye le dentiste, les vacances, la guitare électrique. C'est un chic papa, non? Dis-le lui donc avec un cadeau très spécial de chez X. » Du point de vue de X, c'est une bonne publicité, bien rédigée. Mais ce qui m'a intéressé en tant que psychologue, c'est la conception du rôle de père qu'elle implique. Si on s'en tient à cette annonce, il semblerait se limiter à faire des cadeaux matériels à l'enfant. Le dentiste, les vacances, la guitare électrique. Nous ferions bien de garder à l'esprit cette parole d'Emerson. Les cadeaux ne sont pas des dons. Les cadeaux sont des excuses pour ce qu'on ne donne pas. Le seul don qui compte est un peu de soi-même. Voilà ce qu'un père doit donner. Un peu de lui-même, en passant du temps avec son enfant, en accomplissant ce qui leur fait plaisir à tous les deux. Si un père se résigne tristement à faire quelque chose avec son enfant, par pure obligation familiale, sans y prendre aucun plaisir, l'enfant en aura conscience et ne tirera pas grand profit du temps qu'ils passeront ensemble.
C'est pourquoi il est impossible de préciser avec exactitude quelles activités un père doit avoir avec son enfant. Les pères ont des aspirations et des goûts très différents. Je suis sûre qu'un père aimera faire avec un enfant de 2 ans des choses telles que lire des livres ou raconter des histoires, nager ou barboter dans l'eau, l'emmener au jardin public ou au parc d'attractions, ou tout simplement faire une promenade avec lui dans la rue. Au cours d'une promenade, l'enfant peut ramasser des cailloux, observer les fourmis dans l'herbe, entreprendre toutes les petites activités de recherche passionnantes à cet âge. Mais chaque père devra trouver sur place les activités auxquelles il aime se livrer avec son enfant. S'il lit Gézel ou d'autres bons livres sur la psychologie de l'enfant, voir la liste des ouvrages recommandés en fin de volume. Ces jeux en commun lui apporteront davantage. Il sera sensible aux étapes du développement affectif et intellectuel de l'enfant, qu'il ne remarquerait pas s'il était complètement ignorant de sa psychologie. J'ajouterai encore un mot avant de terminer ce chapitre. À l'âge de la première adolescence, l'aspect le plus marquant du développement est la qualité dynamique de la personnalité. Il faut que les parents acceptent cette qualité dynamique pour aider l'enfant à asseoir son individualité et se bâtir un robuste concept de soi. Il est curieux de voir que nous voulons tous que nos enfants deviennent en grandissant forts et dynamiques, alors que trop souvent, les parents ne savent pas accepter ce même dynamisme quand ils ont 2 ans. Un enfant de 2 ans est en tout point dynamique, qui pourrait ne pas voir son opposition vigoureuse à la contrainte, sa joie de vivre naturelle, exubérante, ses exigences de satisfaction immédiate, son engagement total et enthousiaste au monde à mesure qu'il le découvre. Toutes les activités qui en font un être authentique se manifestent à partir de cet élan dynamique. Sans lui, il n'aurait pas appris à s'asseoir, à ramper, à marcher, à parler. Cette qualité dynamique est une grande source d'équilibre psychologique. Ne la redoutez pas. Il ne faut pas qu'il la perde. Il faut au contraire entretenir cette force vitale et la considérer comme un atout au lieu d'un défaut dont il faudrait débarrasser votre enfant. À ce stade de la première adolescence, donnons à l'enfant 3 choses. Le respect de son dynamisme vital, des règles adaptées à ce dynamisme et notre souplesse d'adaptation. Ainsi, nous l'aiderons à compléter le système optique de son concept de soi en y ajoutant la lentille spéciale à cette étape. Le chapitre 5 est maintenant terminé. Jusqu'ici, nous avons exploré ensemble les grandes étapes du développement de l'enfant. Depuis la petite enfance, les premiers pas, jusqu'à l'âge tant redouté du terrible tout, ou première adolescence comme l'appelle le Dr Dodson. Mais une nouvelle phase débute, l'âge préscolaire, entre 3 et 6 ans, avec ses propres défis et découvertes. Comment l'enfant évolue-t-il durant ces années cruciales? Quelles sont les compétences qu'il va développer? Nous verrons tout cela dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Je vous dis à très bientôt pour découvrir ensemble la prochaine étape du développement de l'enfant.